de la 64e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 64e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'impliquer les ambassades et missions diplomatiques de la République démocratique du Congo lors des missions officielles à l'étranger, en vue de renforcer la coordination de missions officielles à l'étranger. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement, responsables des entreprises du portefeuille, des établissements et services publics, la nécessité d'impliquer et de travailler étroitement avec les ambassades et les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo à l'étranger. Il a souligné que celles-ci constituent en effet les prolongements de la souveraineté nationale au-delà de nos frontières, investis de la mission de défendre les intérêts de l'État, d'assurer sa représentation et de garantir la cohérence de sa politique étrangère. Elles doivent être pleinement associées à toute action officielle menée au nom de la République. À cet égard, le président de la République a insisté sur l'obligation pour tout officiel, quel que soit son rang ou la nature de sa mission, d'informer systématiquement les ministères des Affaires étrangères de tout déplacement officiel à l'extérieur du pays. Cette information permettra la transmission en temps utile des détails de la mission à la représentation diplomatique compétente en vue d'un accompagnement approprié et d'une coordination optimale. Dorénavant, aucune mission officielle à l'étranger ne devra être entreprise sans information préalable du ministre des Affaires étrangères et sans la participation active de la mission diplomatique ou consulaire du pays d'accueil. À cet effet, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora a été instruite de mettre en place un dispositif formel d'encadrement, de suivi et de communication entre son ministère et nos postes diplomatiques à l'étranger de manière à garantir la pleine implication de ceux-ci dans la préparation, l'exécution et le suivi des missions officielles de la République. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en place de la task force permanente d'évaluation des engagements de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Face à la recrudescence de violences sexuelles liées aux conflits armés, dont les statistiques publiées par plusieurs sources nationales et internationales ont mis en lumière une situation particulièrement alarmante. Le président de la République est revenu sur la communication qu'il avait faite lors de la 50e réunion du Conseil de ministres et les directives précises et fermes données aux institutions concernées par la mise en œuvre de l'addendum au communiqué conjoint de 2019. Ces instructions visaient à traduire en actions concrètes notre engagement collectif pour la tolérance zéro face à l'impunité des crimes sexuels, conformément aux 6 objectifs du quinquennat 2024-2028, en particulier ceux relatifs à la paix, à la dignité humaine, à la gouvernance et à la sécurité nationale. Dans ces cadres, les informations qui lui sont parvenues font état de progrès significatifs, notamment l'élaboration et la validation de la feuille de route actualisée de forces armées de la République démocratique du Congo, l'adoption du 2e plan d'action de la police nationale congolaise en matière de lutte contre les violences sexuelles, la mise en place par la coordination présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes, du plan de suivi et de renforcement de la ligne verte 122, outil essentiel d'alerte et d'assistance aux victimes. Ces avancées témoignent d'une volonté réelle de nos institutions
de répondre aux attentes légitimes du peuple congolais et de nos partenaires internationaux. Le président de la République a tenu à cet égard à féliciter chaleureusement les FARDC, la police nationale et la coordination présidentielle pour ces réalisations structurantes et pour leur engagement constant en faveur de la protection et de la dignité des victimes. Afin d'assurer une mise en œuvre effective et durable de ces initiatives, il a enjoint à chaque ministre des tutelles concernées ainsi qu'à la direction de son cabinet de mobiliser sans délai les ressources financières nécessaires en vue de permettre aux institutions impliquées d'atteindre pleinement leurs objectifs. Il est impératif que ces moyens soient alloués et exécutés avec célérité afin de consolider les acquis et de garantir un suivi régulier et rigoureux des résultats, a insisté le président de la République. À cet effet, il est institué sous son autorité une task force permanente placée sous la coordination de la coordonnatrice présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes. Cette task force réunira périodiquement les représentants des institutions concernées en vue d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des engagements pris et d'assurer la cohérence institutionnelle des interventions sur le terrain. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur la nécessité de continuer à respecter la procédure de la chaîne des dépenses publiques par les membres du gouvernement, et ce, dans l'objectif d'exécuter les instructions du président de la République, notamment sur la nécessité de protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes et de se conformer à une série de mesures pour assurer à notre monnaie nationale, le franc congolais, une stabilité sur le marché d'échange. Ces résultats traduisent la détermination du gouvernement à maintenir la stabilité macroéconomique soutenue par une politique monétaire crédible et cohérente conduite par la Banque centrale du Congo. Toutefois, cette amélioration conjoncturelle ne pourrait se consolider qu'en faisant preuve de rigueur budgétaire constante. La stabilité de notre monnaie et la confiance de nos partenaires reposent sur les respects scrupuleux de la chaîne de la dépense publique et sur une coordination étroite entre la politique budgétaire et la politique monétaire. La Première ministre a tenu à souligner que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2024 a consacré le manuel revisé à titre transitoire des procédures et du circuit de la dépense publique. Ces documents constituent une référence commune. Il définit avec précision les étapes de la dépense publique, à savoir engagement, liquidation, ordonnancement et paiement fondés sur le plan d'engagement budgétaire et le plan des trésoreries. Le respect de ces règles ne relève pas d'une formalité administrative, mais d'une exigence économique. C'est ce qui permettra au gouvernement de consolider les gains récents du franc congolais, de maîtriser l'inflation et de préserver sa crédibilité auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de nos autres partenaires. Tout engagement non planifié ou dépense hors circuit affaiblit la trésorerie et compromet les réformes de gouvernance financière que nous avons entreprises. Sur un autre chapitre, la Première ministre accorde une importance particulière au bon fonctionnement des services publics, lesquels supposent les paiements réguliers des frais de fonctionnement conformément au budget alloué. Il est tout aussi essentiel de veiller à la prise en charge effective de toute autre dépense engagée dans les respects de procédures légales afin d'assurer la continuité de l'action publique et d'éviter tout déséquilibre dans la mise en œuvre de politiques gouvernementales. La Première ministre a conclu en disant compter sur l'engagement et la rigueur des membres du gouvernement pour consolider les acquis récents, maintenir la stabilité financière et garantir la réussite du programme d'action du gouvernement. Ainsi, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre du Budget, de veiller à la stricte exécution du plan d'engagement budgétaire et au ministre des Finances de s'assurer que les paiements s'effacent exclusivement selon le plan de trésorerie en fonction de la disponibilité réelle de ressources. Sur un autre chapitre, la Première ministre a fait le point
du projet d'extension de la ville de Kinshasa. C'est ainsi qu'elle a présidé, au nom du président de la République, les jeudis 23 octobre 2025, la cérémonie des signatures de la Convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et les consortiums sino-congolais Development Zone, la convention qui porte sur l'extension et la modernisation de la ville de Kinshasa, orientée vers une urbanisation maîtrisée, planifiée et équilibrée. Dans sa globalité, le projet s'étendra sur 430 km² et couvrira plusieurs zones d'activité économique, notamment des zones industrielles, des zones agro-pastorales, résidentielles, administratives, commerciales, ou encore disposera d'une base logistique. La Première ministre a tenu à souligner que la réussite de ce projet transversal est tributaire de l'engagement collectif et de la collaboration nécessaire entre les membres du gouvernement concerné, la ville de Kinshasa, ainsi que les organes techniques du gouvernement directement impliqués. À cet effet, elle a invité le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, à lui fournir dans les meilleurs délais une feuille de route mettant en exergue toutes les étapes critiques à la mise en œuvre de ces projets, ainsi que les responsabilités directes qui incombent à chaque partie prenante pour en assurer un suivi efficace. Note d'information relevant du secteur de la justice. Les ministres d'État, ministres de la Justice et gardes de Sceaux a présenté au Conseil la note portant sur la réglementation des sceaux en République démocratique du Congo, rappelant les prescrits du décret numéro 16/015 du 21 avril 2016 qui réglemente l'usage, la fabrication et la reproduction des sceaux officiels de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir qu'il en existe de deux types de sceaux institutionnels. Le premier, le sceau de l'État, relevant exclusivement du président de la République avec les actes placés sous son régime, et les sceaux officiels comprenant la primature, les différents ministères, institutions et autres services publics dont les spécimens demeurent sous sa garde. Partant, le dit décret interdit de recourir aux fabricants des sceaux et autres producteurs non agréés afin de lutter contre la contrefaçon et la falsification de documents officiels punissables en vertu de l'article 21 du Code pénal congolais d'1 an à 15 ans de servitude pénale assortie d'une amende. C'est dans ces cadres que son ministère a, depuis 2004, confié la fabrication des sceaux officiels au groupe Sanimetal avec comme sous-traitant la société Mirac SARL, tandis que le sceau de l'État a été produit par Exilis Electron Chanical Engineering and Design. Parmi les défis, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a souligné entre autres l'urgence d'uniformiser tous les sceaux avec la nouvelle nomenclature notamment du gouvernement afin de mettre fin à la confusion qui règne au sujet de l'utilisation des sceaux officiels et du sceau de l'État. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'esprit de la population est demeuré globalement calme et a été marqué par l'évolution des faits sur la ligne de front et la situation humanitaire dans les territoires occupés, l'attente de l'issue des discussions de Washington et l'effectivité du cessez-le-feu décidé à Doha, ainsi que les débuts de la baisse effective de prix de biens et services consécutivement à l'appréciation du franc congolais face à la devise étrangère, le dollar. Au plan politique, la vice-ministre a fait état de la résurgence des crises au sein des institutions de quelques provinces avec risque d'extension dans d'autres. Il s'agit entre autres de provinces de Maïndombe, de Lomami, du Kwango. Dans certains cas, les causes sont essentiellement liées à la gouvernance et au mécanisme des fonctionnements des assemblées provinciales, notamment le contrôle parlementaire des exécutifs provinciaux, et dans d'autres cas, les différents rapports de service font état des influences de certains leaders politiques et chefs des partis qui, depuis Kinshasa, tirent les ficelles afin de prendre le contrôle de certaines provinces. De ces faits, le ministère de l'Intérieur envisage de réunir tous les chefs des partis aux fins de les inviter à privilégier la stabilité des institutions provinciales pendant cette période critique où la nation demeure confrontée à une crise sécuritaire dans sa partie orientale. Abordant le chapitre du banditisme et de la criminalité, la vice-ministre a informé les conseils
que des actes de braquage et attaques par des criminels enregistrés ces derniers jours, dont les cibles ont été des agences financières, les régies financières, les magasins et dépôts dans Lubumbashi et d'autres agglomérations. Tenant compte de ces tendances haussières, à l'approche de fin d'année, le ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières a pris les dispositions nécessaires pour répondre à ces fléaux. Ici est d'indiquer que la plupart de criminels sont pour la plupart des repris des justices. Sur ces mêmes chapitres sécuritaires, au nom du vice-premier ministre de la Défense nationale en mission, le vice-premier ministre de l'économie a informé les membres du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire. Il a indiqué que la situation des opérations militaires durant la période concernée est marquée par de nombreuses attaques des agresseurs et la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo à protéger nos populations dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et par la poursuite de la traque de groupes armés en Ituri ainsi que dans les triangles formés par le Congo central, la ville-province de Kinshasa ainsi que la province du Grand Bandundu. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a présenté les tableaux épidémiologiques en RDC avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola, les choléra et les Mpox. Pour ce qui est de la maladie à virus Ebola, depuis les débuts de l'épidémie jusqu'au 22 octobre 2025, les cumuls est de 64 cas, 54 cas confirmés, 11 probables, dont 45 décès, soit une létalité de 70%, une létalité parmi les confirmés de 64,1%. À ces jours, les cumuls des guerriers de 19 personnes et on compte 13 patients suspects dans les centres de traitement d'Ebola à Boulapé. S'agissant du choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 41e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de cas. Dans la ville de Kinshasa, qui fait face à une résurgence épidémique de choléra depuis la 16e semaine épidémiologique, il a été notifié au cours de la 41e semaine 22 nouveaux cas suspects dont un décès. Quant au Mpox, par rapport à la semaine antérieure, la tendance à la 41e semaine est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas suspects de 679 à 608, soit une baisse de 10%.